Bonjour et bienvenue sur Bram, le média qui s'intéresse à la nature, à l'outdoor et au terroir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas, qui est agriculteur, vigneron et aussi chasseur. Ensemble, on va retracer son parcours, on va parler de chasse, on va parler de vin, on va parler d'agriculture. Bref, c'est une grosse émission, je suis super content de lancer ce nouveau projet avec vous. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, c'est hyper important. C'est juste un petit clic et ça va nous permettre de vous offrir du contenu gratuitement. Donc s'il vous plaît, si vous nous entendez, si vous nous voyez, faites-le. Bram est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. Et je tiens également à remercier Enfaco pour le sponsor de cette vidéo. Enfaco, c'est une entreprise française fondée en 1984 dans le Tarn qui a marqué son époque en inventant le tout premier sécateur électrique, l'électrocoupe. Depuis, l'innovation est restée au cœur de son savoir-faire. Et cela fait plus de 40 ans qu'Enfaco conçoit, fabrique et assemble ses outils en France. Elle équipe les professionnels de la viticulture, comme Thomas, des espaces verts et de l'arboriculture, avec des outils fiables, reconnus par leur performance et leur durabilité. Leur dernière innovation, c'est le sécateur F3020. Il incarne pleinement l'ADN de la marque. Une prise en main légère, une précision remarquable, une puissance maîtrisée et surtout, un système de sécurité de série sans fil. Je tiens vraiment à remercier Enfaco pour le sponsor de cette vidéo. On est hyper fiers d'avoir une entreprise comme la leur qui nous sponsorise et qui croit en notre projet. Tous les liens sont dans la description. Allez, c'est le moment de lancer cette première émission. Vous êtes prêts? C'est parti. Salut Thomas. Salut Nico. Bon, super content de te recevoir pour cette première émission. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je m'appelle Thomas, je suis agriculteur, viticulteur, producteur de vin, chasseur. Quel a été ton parcours? Quelles études tu as pu faire et comment tu es arrivé jusqu'ici aujourd'hui? J'ai fait un bac STAV au lycée de Montagne Saint-Émilion. Et après, j'ai fait une année en BTS Vitiono, que j'ai pas terminé. Pourquoi? Parce que je pense que la théorie c'était bien, mais la pratique c'était mieux. Donc j'ai préféré revenir sur l'exploitation et faire de la pratique plus que de la théorie. Aujourd'hui, c'est ça, tu es gérant de ta propre exploitation. C'est une exploitation familiale. Oui, je suis co-gérant avec mon frère. Mes parents sont encore sur l'exploitation. Ils nous aident encore beaucoup. Oui, on a toujours connu ça. On est né là-dedans. Moi, depuis qu'on peut travailler ou conduire un tracteur, on est là-dedans. Depuis 14-15 ans, on travaille tous les étés. On est là pour aider. Et puis, dès qu'on a pu revenir à l'âge de 18 ans, on est revenu en tant que salarié. Puis, un peu plus tard, quand on avait les compétences et acquis l'expérience nécessaire, on s'est installé et on a agrandi la propriété. Et puis maintenant, on est gérant, on est co-gérant avec mon frère. Et là, c'est ce que tu disais, tu as beau avoir fait des études, rien ne vaut la pratique. Rien ne vaut la pratique. C'est bien d'avoir la théorie, comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. Mais la théorie, ça a ses limites. Après, il faut pratiquer pour avoir l'expérience. Toutes les années sont différentes et on en apprend tous les jours. Même je pense, dans 10-15 ans, on en apprend encore. T'as toujours voulu devenir agriculteur? C'est quelque chose qui était au fond de toi depuis tout petit? Ouais, toujours. Bon, si tu me permets, j'ai quelques photos de toi sur des tracteurs pour témoigner. Ouais. Si t'es OK, je pourrais les mettre. Moi, je vous mets les photos de Thomas sur le tracteur. Parle-nous un peu de ton exploitation. Quand elle a été créée, qu'est-ce que vous avez pu développer? Alors, nous, c'est la 3e génération qui est sur l'exploitation. Il y avait mon grand-père et ils étaient originaires de Normandie. Ils étaient descendus vers Toulouse pour trouver des terres et après, ils sont remontés un peu plus dans l'entre-deux-mers parce que des terres étaient plus libres dans le secteur. Et après, ils ont agrandi l'exploitation, planté de la vigne et des céréales. On a de céréales aussi. Il y avait de l'élevage aussi sur l'exploitation. Et puis après, on s'est plus spécialisé sur la vigne. Quand mon père s'est installé, il a agrandi l'exploitation et fait son chai. Du coup, on est passé au début, quand mon grand-père est arrivé, il y avait même pas 1 hectare de vigne. Et actuellement, on est à 103 hectares de vigne. Et 178 de céréales. Donc voilà, maintenant on a un bel outil de production qui est tout neuf.
Et des céréales, on fait du maïs, on fait du tournesol de temps en temps, de la luzerne, des févroles, du blé, du colza et du raisin après dans la vigne. Ouais, c'est hyper varié. Donc tu es co-gérant avec ton frère aujourd'hui. Entre la météo, la logistique, des fois tu montes, tu me disais jusqu'à plus de 40 employés par saison. Ouais. Comment tu gères tout ça? Comment tu t'organises? Comment on fait pour apprendre et gérer une telle exploitation? Ben c'est au fur et à mesure. On a regardé nos parents faire et puis après, il a fallu qu'on fasse. Donc on arrive quand même à bien se séparer la gestion. Hein, mon frère, lui, est plus gestion salariée, production viticole, et moi, je suis plus sur la partie céréales, mécanique, tracteur. Après, tout le monde, on fait de tout, mais voilà, on est quand même scindé dans l'entreprise. On va pas marcher sur l'un ou sur l'autre. On reste quand même focus sur nos parties, quoi. Et après, les 40 employés, ça reste très, sur des périodes très courtes. C'est pendant les vendanges, quand on fait les créments, qu'il nous faut beaucoup de monde sur 2-3 semaines quand on vendange à la main. Parce que l'appellation demande de vendanger à la main. Après, sur le reste de la saison, on est à entre 10 et 15 salariés. Ouais, on va revenir un petit peu sur le vin. Moi, ce qui me fascine, c'est que tu dois connaître bien évidemment toute l'agriculture, toute la viticulture. Tu fais également du management par rapport à tous tes employés et aussi de la mécanique. Donc, il faut savoir que je suis voisin de Thomas et dès qu'il me manque un petit outil ou autre, je l'appelle pour qu'il me le prête. Et c'est impressionnant aussi toute cette capacité et toutes ces connaissances que tu as sur la mécanique. Concrètement, tu es un peu obligé de pouvoir bricoler toujours, réparer des tracteurs, des choses, toujours un peu de casse ou... Oui, il y a toujours de la casse. Après, on peut pas tout faire, mais le maximum qu'on peut faire, on essaie de le faire, parce qu'après, ça coûte déjà assez cher le matériel, plus l'entretien. Donc oui, il faut un peu s'y connaître surtout et essayer de tout faire, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du matériel agricole que tu as, notamment des équipements et également de tes tracteurs? Après, le matériel, il y en a beaucoup et c'est très varié. Entre la vigne et la céréale, on a des tracteurs un poil plus gros pour la vigne, autour de 150-200 chevaux. Et après, des tracteurs un peu plus petits, du standard du vigneron. On en a 7-8 tracteurs, un télescopique, et puis après, plein de matériel qu'on attelle derrière. Et après, la grosse partie, c'est la partie vinif, où il y a beaucoup de matos, la machine à vendanger, les cuves, le pressoir. Voilà, ça, c'est une grosse partie des financières qui sert pas énormément de l'année, parce que ça sert 2 mois pour vinifier et pour entrer la vendange. Après toute la partie, tout ce qui est électroportatif, tout ce qui est intrants, produits phyto, tout ça, ça c'est du renouvellement incessant. Après, pour la partie, je vais parler la partie taille. En général, c'est des sécateurs électriques de la marque Infaco. Donc on en a une bonne dizaine, parce qu'on est une bonne dizaine à tailler. Et puis voilà. Après, des plieuses, il faut tout pour faire du vin et de la céréale. Il faut beaucoup de matériel et beaucoup d'entretien de ce matériel. C'est super intéressant d'avoir ton retour d'expérience justement avec le sponsor de cette vidéo, qui est Faco. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, vu que tu l'utilises? Depuis combien de temps tu l'utilises? Donc on utilise une Faco, anciennement Electrocoupe, dès le premier sécateur. On était sur des sécateurs pneumatiques avant, donc à air. C'était très contraignant parce que c'était la cuve d'air au bout de la parcelle avec le tracteur, les tuyaux d'air jusqu'au sécateur, donc il fallait tirer, c'était un poids, toujours l'air gelé quand il faisait froid. C'était très embêtant, très contraignant. Fallait renrouler les dérouleurs à chaque bout de rang de vigne. Donc ça, nous on n'a pas connu, mes parents ont connu, mes grands-parents ont connu. Donc c'était très contraignant. Et après il y a eu le sécateur électrique, une évolution terrible de la technologie, énorme.
C'est un petit boîtier qui doit faire 15 sur 15 la batterie. C'est super léger. C'est la prise en main est très très intuitive, c'est très fonctionnel, c'est puissant. Ça dure 8-10 heures de taille. On n'est pas, on tombe jamais en panne de batterie. Ben, nous, on a eu je crois que c'est le premier, c'était du 3002, on a eu 3005, 3010, 3015. Là, maintenant, on est 3020. Ben, moi, j'ai un 3020. Oh, c'est le jour et la nuit, la rapidité, même par rapport à la gamme d'avant. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Ouais, moi, je touche rien sur la pub, mais nous, on changera pas pour une autre marque, Ça, c'est sûr et certain, et ouais, c'est génial. Vous travaillez en famille? Ouais. C'est un avantage ou c'est une source de tension? C'est un inconvénient? Il y a un peu des deux. C'est des avantages parce que c'est de la facilité peut-être sur certains points, et après bien sûr il y a des points de tension à un moment parce que chacun a sa méthode et chacun fait comme il a envie de faire, surtout entre les générations, surtout. Ouais. Les générations d'avant faisaient d'une certaine manière et nous on voudrait faire d'une autre. Donc il y a quelques points de tension, mais bon, ça on s'explique et après c'est reparti. Trop bien. Ici, on est dans le territoire de l'Entre-deux-Mers. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément par rapport au vin? Qu'est-ce que tu fais également? Quels sont les cépages? Quels sont les sols? Un petit peu pour expliquer à ceux qui nous écoutent, voilà, quel est le terroir de cette région, de ce département. Donc le département de la Gironde, il est composé de plein d'appellations. Nous on est sur le secteur Entre-deux-Mers, donc appellation Bordeaux, Bordeaux Sup, rosé de Bordeaux, blanc de Bordeaux, crément de Bordeaux, tout ce qui en découle. Du coup, les cépages principaux, c'est Merlot, Cabernet. Après, Sémillon, Blanc. Après, il y en a d'autres. Nous, on a du petit Verdot, on a du Cabernet Franc. Après, il y a d'autres cépages qui sont autorisés dans le secteur. Et le terroir, c'est surtout de l'argilo-calcaire. Sur les coteaux, dans les vallées, il y a un peu plus des terres profondes, mais ouais, c'est surtout argilo-calcaire. Parle-nous un petit peu de ton vin. Qu'est-ce que tu proposes du coup? Tu as des rouges, du blanc, du rosé, du crément. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails sur la fabrication et les types de vins que tu vends? Donc on a notre gamme de rouges, on a du Bordeaux, Bordeaux Sup, avec du vin élevé en barrique aussi, un cépage 100% petit Verdot. C'est un cépage un peu plus corsé, des vins un peu plus costauds. Très bon avec le gibier. Très bon avec gibier, ouais. Après du Bordeaux, du rosé de Bordeaux, du blanc de Bordeaux et crément de Bordeaux. Après c'est du vin moins de vin basique à Bordeaux, mais c'est du vin qui marche quand même plutôt pas mal, surtout sur les manifestations l'été. Et après on fait aussi du moelleux, du vin pour le foie gras, voilà. Et Ok. après, c'est à peu près tout ce qu'on a sur la gamme. Après, l'élaboration, c'est du basique, quoi. C'est élevé en cuve, soutiré, décuvé, voilà, élevage traditionnel. Et tu me disais, le crément, c'est la même méthode de fabrication que le Que le champagne. champagne, ouais. Sauf que tu peux pas bénéficier de l'appellation champagne étant donné qu'on est à Bordeaux, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Nous, on fait le vin de base et après, on fait élaborer les vins finis par des élaborateurs qu'on a dans le secteur qui sont spécialisés dans l'opération de prise de mousse et d'égorgement et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, ça, c'est un autre métier encore. Nous, on n'est pas équipés, on pourra pas s'équiper pour faire ça. Ouais. Là, tu disais, tu as 103 hectares de vignes? 103. 103. Comment tu le vends? Quelle quantité ça représente un petit peu pour nous qui ne connaissons pas grand-chose? 103 hectares de vignes, combien rapporte un hectare? Sans parler d'argent, mais peut-être en termes de quantité. Là, actuellement, ça rapporte pas grand-chose parce que on est un peu en crise dans le secteur viticole. Nous,
on parle en hectolitres ou en tonneaux à Bordeaux. Donc un tonneau c'est 900 litres. Et ce que je peux te dire, c'est que pour produire 900 litres de vin, ça coûte autour de entre 1200 et 1500 euros. Voilà. Et actuellement, on le vend entre 650 et 700 euros le tonneau. Donc, on perd la moitié à chaque fois qu'on vend un tonneau, si on vend. Déjà, parce qu'il n'y a pas de vente et il n'y a pas de demande. Donc, actuellement, on perd de l'argent à produire du vin. À Bordeaux. Ouais. Je parle pour nous, mais je parle pour beaucoup de viticulteurs aussi à Bordeaux. Il y en a encore qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais ils vendent beaucoup en bouteille et nous on vend les trois quarts, on vend les 9/10 en vrac. Donc on fait un peu de vente à la propriété, mais c'est infime. Et comment ça s'explique là, ces difficultés actuellement que traverse Bordeaux? Est-ce que déjà c'est ciblé par rapport à Bordeaux ou alors c'est au niveau plus national? Non, c'est général, c'est national, c'est toutes les appellations qui se plaignent de la déconsommation. Je pense que c'est une déconsommation générale et peut-être aussi un matraquage sur l'alcool qu'on fait en général. Parce que cette crise, elle arrive depuis combien de temps? Je veux dire, dans les années 2010, au contraire, c'était un petit peu l'effervescence, sans mauvais jeu de mots, pour les vins de Bordeaux. Depuis quand est arrivée cette crise? Quelles sont un peu les raisons, les moments clés? On a commencé à sentir la crise arriver post-Covid. Donc, on s'est dit c'est le Covid. Après, le Covid, c'est pas reparti. Il y a eu la guerre en Ukraine. On a dit c'est à cause de l'Ukraine. C'est pas reparti. C'est toujours pas reparti. Il y a eu les élections, tout ce qui s'en est suivi avec les États-Unis et tout. Et voilà, ça fait 5-6 ans qu'on y est dedans et ça repartira pas avant 2-3 ans, je pense. Si ça repart même. Là, on voit que les lignes s'arrachent dans le secteur, donc il y en a qui abandonnent. Donc, faut créer un manque pour que ça reparte, mais est-ce qu'on va tenir le temps qu'il faut pour que le manque se crée? Voilà. C'était ma question. Quels sont les impacts aujourd'hui par rapport à ces difficultés? Quels sont les enjeux, voilà, par rapport au paysage, par rapport au métier ici également? Parce que mine de rien, on est entouré de vignes, ça crée énormément d'emplois dans le secteur. Quels sont selon toi un peu les impacts? Alors, les impacts, je pense, les impacts financiers sur toutes les entreprises qui ne peuvent plus investir, qui sont obligées de licencier, qui peuvent plus générer du travail localement, quoi, pour toutes les personnes qui travaillaient dans le milieu viticole, parce que on a des œnologues, on a les vendeurs de produits phyto, on a les vendeurs de matériel, on a tout ce qui touche à la viticulture. On fait travailler beaucoup de monde, donc déjà ça, je pense qu'il va y avoir un bon écrémage dans le secteur. Et après, dans le paysage, il y a des vignes qui s'arrachent. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Est-ce qu'on va replanter des arbres? Est-ce qu'il va y avoir de la céréale dessus? Est-ce qu'il va y avoir de l'élevage? On ne sait pas, et même les viticulteurs qui arrêtent actuellement savent pas ce qu'ils vont faire de leurs terres. Personne veut reprendre des terres, ça vaut rien. L'hectare de vigne actuellement se négocie autour de 7 000 euros l'hectare. Hein. Avant la crise, ça montait à plus de 20 000 euros. Donc, ça vaut rien. Ouais, c'est vraiment compliqué. En plus de ça, ton métier, il est étroitement lié à la météo. On a vu, il y a eu des épisodes de grêle, il y a eu des épisodes de gel. Comment tu prends tout ça en compte? Comment tu le gères également, la partie météorologique? C'est la partie la plus compliquée du métier, je trouve, moi. C'est de pouvoir essayer d'anticiper à 3-4 jours à l'avance le travail qu'on peut faire, surtout avec les traitements qu'il faut faire en temps et en heure pour essayer d'avoir le minimum de maladies possible. Et après, les orages, c'est ingérable, quoi. Si on n'est pas assuré, c'est une prise de tête permanente et du stress permanent. Parce que ça peut passer à droite, ça peut passer à gauche. Donc nous on a encore la chance d'être assuré, on arrive encore à s'assurer. Ça coûte quand même énormément d'argent aussi. Mais la météo, c'est
On regarde, moi je pense que je dois regarder au moins 4 fois par jour Ouais, la météo à venir pour prévoir le travail. ouais, ouais, compliqué. Ouais. Donc tu as, la météo à gérer, la difficulté du vin, à produire, à revendre, et tu as également les dégâts causés, sur les cultures, par le grand gibier. Qu'est-ce que ça représente pour toi, justement, ces dégâts? Est-ce que c'est une grande partie? Est-ce que c'est difficile à gérer également, à prendre en compte? Difficile à gérer, oui et non, parce que je pense que la fédération ou les fédérations mettent pas tout en place pour endiguer les dégâts, Mmh. de mon point de vue. Après, on est quand même relativement quand même bien accompagné avec la fédération de la Gironde, pour pas les citer. Quand on appelle, on est souvent écouté, bien conseillé, et les techniciens sont quand même rapidement sur place et interviennent rapidement. Après le gibier, on va dire, c'est la nature, donc faut bien qu'il mange, mais voilà, dans des proportions raisonnables, c'est bien aussi. Pour ceux qui se rendent pas compte, qu'est-ce qu'un dégât de gibier? Quels sont les dégâts que toi tu peux avoir en tant qu'agriculteur, Nous, on a le plus de dégâts, c'est sur les céréales, c'est sur le maïs, sur le blé et dans les tournesols. Grand gibier, principalement sanglier chez nous. Et après, sur les tournesols, on a souvent du dégât au semis, avec les palombes, le pigeon ramier, pour la France entière, qui mangent, c'est des quantités astronomiques de quand ça pousse, et après quand le tournesol est prêt à être ramassé, il y a des fois des moitiés de tête qui sont mangées. Donc nous, on a des collègues qui ont ressemé cette année, ils ont dû ressemer autour de 70 hectares de tournesol dû aux dégâts de palombes. 70 hectares? Ouais, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Nous, cette année, on a ressemé 8 hectares de maïs. Bon, il y en avait une bonne partie, c'était la météo qui nous avait, qu'on a pris 100 millimètres derrière, donc ça a pourri, les graines ont pourri. Mais sur l'ensemble du ressemis, il y avait quasiment 1 hectare de ressemis dû au sanglier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'agrainage du coup? Ça, c'est une alternative par rapport aux dégâts? Je sais que tu agrènes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent rien du tout, Donc, à c'est de ça? l'agrainage de dissuasion qu'on fait. C'est des contrats qu'on passe avec la fédération de chasse. Donc, il faut préciser les lieux où on agrène, les distances où on agrène, les quantités où on agrène et à quelle fréquence on passe. Donc, c'est des contrats qui sont faits en amont des semis. Donc, on commence ces contrats autour du début avril. On commence à agrainer une dizaine de jours avant le début des semis. Et on agrène jusqu'à ce que le maïs ou le tournesol soit, il n'y ait plus de risque pour lui, quoi. Et on passe, moi, pour ma part, je passe tous les jours à grainer. Je perds ou je gagne, je sais pas, je perds 2 heures de mon temps tous les jours pour faire le tour des parcelles et à grainer autour pour pas que le sanglier vienne manger dans mes parcelles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, se passent les aides et les subventions, par rapport à la fédération? Ils te rémunèrent l'agrainage? Qui paye du coup aussi les dégâts? Bon, même si, la plupart d'entre nous, la plupart de nos auditeurs vont savoir, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu comment ça se passe? Donc, alors pour en finir sur l'agrainage, l'agrainage est payé en intégralité par la fédération de chasse de la Gironde, pour ma part. C'est-à-dire on fait de l'agrainage et à la fin de l'agrainage, on leur envoie nos factures de maïs qu'on a utilisées pour l'agrainage et ils nous remboursent cette facture. Et en plus de cela, ils nous donnent 35 € de la tonne épandue pour le temps passé, le gasoil utilisé et tout le reste. OK. Et après, pour les dégâts, on fait une déclaration préalable de dégâts en estimant à peu près la superficie et le coût que ça engendre,
les techniciens viennent sur place, parce qu'ils sont plusieurs. Ils viennent sur place, ils constatent, savoir s'il y en a plus, s'il y en a moins que ce qu'on a trouvé. Et après, ils envoient la facturation et ils nous payent la valeur, une moyenne du département. Je pense que ça doit être calculé comme ça. C'est juste sans être juste parce que on préférait ramasser l'intégralité du champ, mais c'est toujours c'est un plus, quoi. C'est un plus qui compense les dégâts. Et ces dégâts sont payés en intégralité par les chasseurs. Aujourd'hui, pour toi, du coup, les subventions, c'est quand même une vraie aide. Ça compense pas du tout la totalité de ton travail et ça vient un petit peu t'aider. Oui, c'est une compensation. On va dire que c'est pas payé à sa juste valeur, mais c'est mieux que rien du tout. C'est si demain la fédération arrête de payer, faut qu'il y ait plus de dégâts, quoi. Et l'agrainage est favorable, selon toi, ça te limite quand même d'avoir ces dégâts? Ça limite, je veux pas dire que ça limite pas, parce que quand j'agraine, quand je reviens le lendemain matin, il y a plus rien. Donc c'est que l'agrainage sert à quelque chose. Après, je pense qu'il y a d'autres méthodes qui seraient sans doute beaucoup plus efficaces que l'agrainage, ou en complément de l'agrainage. Je sais pas, je vais pas donner du piégeage, du tir de nuit, je sais pas, il y a plein de solutions, bien hein. sûr. Après, peut-être ouvrir la chasse plus tôt, la fermer plus tard. C'est ça. Donnez-nous votre avis d'ailleurs en commentaire, pour ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, je pense que tu as un bon équilibre parce que du coup, tu es agriculteur, vigneron, tu es également chasseur. Il y a certains agriculteurs qui sont pas du tout chasseurs. Tu penses que toi, justement, tu as un peu cette vision de la chose et tu as le juste équilibre entre chasse et culture? Le juste équilibre, je sais pas si on l'a réellement, parce qu'on est on a peut-être une vision un peu biaisée de la situation, parce qu'on a du dégât, nous. Donc, étant donné qu'on a du dégât, du sanglier, on n'aime pas trop les voir dans les cultures, donc tout ce qu'on voit, on préférait pas les voir chez nous. Après, on est sur le terrain, on voit ce qu'il y a, on n'a pas besoin de faire de comptage pour savoir si les populations sont en baisse ou en hausse. On le voit vite avec l'expérience sur le terrain. On n'a pas besoin de nous dire faut augmenter les quotas ou faut descendre les quotas. Ouais. On sait très bien quand on a du dégât et on sait très bien la population qu'on a dans le secteur. Tu as toujours été agriculteur, on va dire ça comme ça, mais est-ce que tu as toujours été chasseur? J'ai toujours été agriculteur, ça c'est sûr. J'ai toujours été chasseur, je pense aussi, même si mon père est pas chasseur. Mon grand-père, côté maternel, était chasseur, de petits gibiers, mais chasseur quand même. Après, on a toujours baigné là-dedans. À la campagne, de toute façon, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire. On avait la pêche avant d'avoir le permis de chasse, et une fois qu'on a eu le permis de chasse, on a arrêté la pêche pour se consacrer 100% à la chasse. Après, ouais, moi, de 16 ans à 18 ans, tous les week-ends, c'était samedi, dimanche à la chasse. Donc ouais, j'ai toujours été chasseur. Et pour toi, est-ce que la chasse, c'est une partie intégrante de ta vie au quotidien? Ou alors tu vois la chasse un peu comme un sport, comme une pratique qu'on peut faire de temps en temps? La chasse ferait vraiment partie de mon quotidien. Je vais pas dire que tous les jours on pense chasse, mais pas loin quand même. Ouais. En tant qu'exploitant agricole, je pense qu'on pense à la chasse toute l'année, parce que quand on n'a pas la chasse, on est obligé de s'occuper du gibier, comme l'agrainage, pour pas qu'il nous démonte les cultures. Donc, on va dire que en tant qu'exploitant chasseur, on est obligé d'y penser toute l'année, ce qui n'est pas le cas de tous les chasseurs du secteur. Voilà. Que quand la chasse ferme, la chasse ferme. C'est sûr. C'est vrai, on est d'accord là-dessus. Je le sais, tu pratiques plein de modes de chasse. Est-ce que tu peux nous en parler en détail sans en oublier? Sans en oublier, ça risque d'être compliqué. Je suis là pour te les rappeler. Donc, on va commencer par la principale, c'est la chasse au sanglier, aux chiens. J'ai des chiens, donc je pratique la chasse au sanglier
aux chiens. Après, je me poste quand même un peu quand j'y vais pas avec mes chiens, mais voilà, principalement aux chiens. Quand tu dis aux chiens, c'est dans le track en battu. Voilà. Et après, je pratique aussi l'affût, l'approche, principalement au sanglier, un peu au chevreuil, un peu au renard. Après, la chasse en pylône, tir au vol, palombe, au passage, grive. Et après, l'une des chasses que je préfère, mais qui dure le moins longtemps, la chasse au corbeau. En affût au sol. Un affût au sol, avec des formes, pour la protection des cultures aussi au semis. Ok. Ça a un vrai impact aussi pour la protection des dégâts, hein. Je le vois, on s'est fait quelques séries là de corvidés sur tes cultures. À chaque fois, on parle de tableaux, enfin, c'est pas vraiment un tableau, mais il y a environ entre une quinzaine et 25 prélèvements à chaque fois quasiment. C'est ça. Donc sur une population de corvidés d'une centaine, si je puis dire, quand tu Ouais. mets des coups à 25, c'est toujours ça de moins, quoi. Ouais. Oui. Et puis ça a un réel impact, je pense, sur la population. Parce qu'il y a des périodes où il y en a pas du tout, et c'est de la migration, ça passe, ça s'arrête, et puis si on n'intervient pas au moment où ils sont là, ils font du dégât. Puis c'est un oiseau très intelligent qui a pas besoin d'un maître pour savoir à quelle distance sont semées les graines. Donc il se trompe pas. Quand il attrape un rang de maïs, il sait mesurer, quoi. Et c'était une question, hein, justement, mais bon, tu y as répondu en partie, c'était quel est ton mode de chasse préféré? Du coup, c'est le corvidé, mais pourquoi? Je sais pas, c'est une chasse où déjà on n'a pas besoin d'être 50 comme les battus. C'est moins d'organisation. Il y a un peu de travail en amont pour faire des cabanes, repérer les coulées un peu, on va dire les coulées, les zones de vol. Mais après, c'est une chasse tranquille. On y va le matin, tôt, à 2 ou 3, on amène le casse-croûte, le café. C'est, voilà, à 10 heures, on est rentré à la maison. C'est chasse tranquille. C'est pas comme une organisation de battu. C'est toujours du stress, de la sécurité, gérer les personnes, placer les personnes, les chiens, récupérer les chiens blessés. C'est une chasse beaucoup plus tranquille que une organisation de battu, quoi. Bon, il y a une chasse que tu as oubliée. Ou du moins un gibier. Un gibier que j'ai oublié. La chasse à l'approche en montagne. Ah oui. Oui, mais Est-ce que comme tu j'ai peux nous parler un petit peu de cette expérience? Alors, on a été 2 fois ensemble, chasser le cerf, du coup, en montagne dans les Pyrénées. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as vécu? Ouais, j'en avais pas parlé parce que comme j'ai toujours pas réussi à tuer C'est vrai. à tirer le cerf même à avoir un cerf à portée de carabine. Ouais, c'est une belle expérience, une très belle expérience, un très joli cadeau que ma femme m'a fait. Sacré cadeau. Un sacré cadeau, oui. Je sais pas si elle voulait pas se débarrasser de moi même, mais ouais, c'est une chasse très très dure, très très physique, qu'il faut être super bien préparé. Faut connaître le territoire sur le bout des doigts. Donc on avait un super guide le premier coup. Après j'avais un super guide le deuxième Un petit coup coucou. avec Nico. Une super société de chasse qui nous ont accueillis à bras ouverts, qui nous partagent leur territoire en plus. Et ouais, c'est une expérience de dingue, quoi, de dingue. On a vu des animaux en pagaille, de tout. On a fait des sorties à plus de 40 animaux de vue, donc c'est voilà. Après, pas à portée de tir, mais c'est dingue, avec des conditions de météo extrêmes, avec de la neige jusqu'aux genoux, pris dans une tempête de neige et tout. C'est super bien. Ça J'adore. change d'un peu d'ici où c'est plus plat. Ah ouais, mais j'adore ça. C'est Tu as vécu une grosse action aussi cette année en battu. Donc, tu as pu du coup prélever 6 sangliers. Est-ce que tu peux nous raconter et nous donner un petit peu quelques détails de cette journée incroyable? Ouais, on chasse sur une petite commune à côté de chez nous là. On n'est pas nombreux, c'est une petite commune où on est une dizaine. Et du coup, on était invité à cette battue parce qu'on y va avec les chiens. Donc là, je me poste sur cette commune et on fait une première traque. On lève 5 ou 6 sangliers, je pense. Il en sort 2. Je fais le doublé.
il en ressort un derrière, je le tue aussi. Donc déjà 3 sangliers tués à la première traque, bonne battue. Impeccable. On change de traque, du coup tout le monde se poste, je me mets à mon poste habituel, mais bon sans réel espoir de voir autre chose. Et là on relève une bonne quinzaine de sangliers dans la deuxième traque. Il en sort 2 sur le poste à côté de moi. Je laisse tirer le voisin parce que bon j'avais déjà mon compte quand même. Il tue les 2. Et derrière, il en ressort un que je tue. Et derrière, il en ressort encore 2. Et je prélève les 2. Donc, ouais, battu magique. Je pense que je pourrais aller à la chasse pendant quelques années avant de refaire la même chose. Mais, ouais. C'était même pas sur une journée, c'était sur une Une demi-journée. demi-journée, en l'espace de 3 heures de temps. C'est fou. 2 traques, on en avait tué 11, je crois. 11 je crois qu'on était 10 chasseurs, on en avait tué 11. Ah, génial, incroyable. Ouais. Et t'as dû payer très cher pour cette battue. Euh, Je dis ça avec humour parce ouais, que du coup, non, c'est sur la chasse ouais, c'est d'ACCA. c'est une petite société communale. Non, ouais, même pas, rien du tout quoi. Comme on y va avec les chiens, on est juste invité gracieusement quoi. Et c'est ça le comble avec le reste de la France. En Gironde, on est des petites sociétés de chasse, on paye quasi. Ouais, après, je pense que dans d'autres territoires c'est pareil, mais c'est le prix de la chasse est moindre que dans le nord de la France. Pour mettre un chiffre, aujourd'hui, quand on veut chasser en Gironde, une journée en battue dans une ACCA, c'est quoi? C'est 10 €. Oh, même pas, je pense pas. La carte annuelle sur une société de chasse, c'est autour de 50 €, entre 50 et 60 €. Ouais, la carte annuelle. Donc, les cartes battues sur l'année, c'est 10 €, 10, 15 € pour faire que des battues. Et sur certaines sociétés de chasse, ils chassent tous les week-ends. Donc, ça fait pas cher du tout. C'est ça qui est super intéressant ici en Gironde, hein, je parle par rapport à la Gironde, c'est que c'est une chasse qui est très populaire, très accessible. Comment justement, toi, tu vois les chasses, je dirais un peu plus du nord de la France? Je viens des Côtes d'Armor, je sais de quoi je parle, mais c'est tout de suite des budgets qui sont moins accessibles. On va parler de 100 €, 150 €, voire plus la journée. Comment toi tu conçois ça? Alors c'est pas les mêmes raisons, hein, bien évidemment, si on paye, c'est par rapport à d'autres raisons. Comment toi tu le vois alors qu'aujourd'hui tu chasses, je dirais, pas gratuitement, mais c'est une chasse qui est très accessible? Oui, oui. Bah, moi, nous, on a la chance de pouvoir aller chez des cousins qui chassent en Normandie, dans l'Eure. C'est des chasses, c'est beaucoup de chasses privées. C'est pour ça que c'est plus cher. Il y a peut-être plus de gibier, et encore, j'en suis pas sûr. Mais c'est de la gestion. C'est de la gestion. C'est des attributions. Ils payent les droits de chasse beaucoup plus cher, et après, il faut qu'ils rentrent dans leurs frais. Donc, c'est l'offre et la demande, quoi. C'est ça le problème. Donc, puis on n'est pas loin de Paris, on n'est pas loin de la capitale. Donc les personnes qui viennent de la capitale ont sans doute beaucoup plus de moyens que nous. Du coup, ils peuvent mettre beaucoup plus cher, et les propriétaires louent leurs terres au plus offrant. Donc c'est celui qui en offre le plus qui remporte le lot. Nous c'est pas le cas ici. C'est des ACCA, c'est des sociétés de chasse communales. Il y a des propriétés privées. Nous on est en propriété privée. Du coup après on a le plan de chasse à payer comme la société de chasse, et puis soit la société de chasse revend des cartes pour rembourser leur plan de chasse. Nous, on invite des copains, des amis à venir chez nous, et puis voilà, c'est tout. Mais ouais, il faut de tout, mais c'est sûr qu'on a sans doute beaucoup plus de chances dans le sud ou dans le sud-ouest d'avoir ces sociétés de chasse et ces ACCA. Pourquoi est-ce que tu chasses? Question simple, mais en même temps assez complexe. Parce que voilà, tu peux nous expliquer un peu les raisons, les différentes raisons, parce que je pense pas qu'il y en ait qu'une seule. Pourquoi je chasse? Je sais pas, j'ai ça dans le sang, je pense. J'ai toujours fait ça, j'aime ça. J'aime être avec mes chiens, j'aime être avec mes amis, la convivialité. Voilà, être dans la nature. Après, il n'y a pas de raison particulière. C'est pas pour manger, c'est pas parce qu'on en a l'utilité, ou c'est sûr, ça nous aide beaucoup dans les dégâts. Mais après, c'est un mode de vie, je pense. À la campagne, on a un peu tous ce même mode de vie là, d'être dehors, être dans la nature. On se retrouve
dehors et puis voilà, on passe un bon moment et puis Combien de gibier tu prélèves à peu près sur, pas toi personnellement, mais peut-être sur ton secteur de chasse? Et comment après tu le traites, justement? après le score c'est le score mais on tue entre 40 et 50 sangliers tous les ans sur le plan de chasse qu'on a. Des chevreuils, on a un plan de chasse à 20 chevreuils cette année. Du coup, on est obligé de faire minimum, je crois qu'on doit être autour de 17, 18, maximum 20, Sur quelle superficie? sur une superficie de autour de 500 hectares. Autour de 500 hectares, et après, genre les renards, c'est très aléatoire suivant les années, suivant la Ouais. reproduction, suivant ce qu'on voit. Donc, je pense une dizaine tous les ans, on doit être dans ces eaux-là, quoi. Et après, le traitement de la venaison, c'est la partie la plus compliquée. Pour moi, je trouve. On donne tout. On traite tout, on pèle tout, on transforme tout. On essaie de donner des moitiés, ou des sangliers, ou des chevreuils moitiés ou entiers, pour essayer d'en écouler le plus vite possible et en la quantité qu'on a. Oui. Faut bien que si on commence à détailler un rôti, un gigot, non, Ouais, on c'est fait plus beaucoup. ça. Et après, on transforme, on fait de la chair à saucisse, on fait des steaks, on fait de la saucisse, on fait des jambons, on essaie un peu de valoriser le gibier, mais c'est du temps et c'est du matériel qu'il faut, quoi. C'est long. C'est long. Quelle est ta recette préférée par rapport au gibier et explique-la nous, très rapidement. La recette préférée, moi, le plus facile à faire, je trouve, moi, c'est, nous, on fait beaucoup de pâté. On transforme, on fait beaucoup de pâté, après du pâté, c'est moitié sanglier, moitié cochon. Après l'assaisonnement, un peu de cognac, un peu d'armagnac dedans, des échalotes, et puis voilà, on stérilise et puis en avant, c'est prêt. On fait des gros lots, on fait des coups de 20 kilos de pâté, et puis on est tranquille pour quelques mois. Après on donne à droite, à gauche, au repas, on amène et puis voilà. Mais après il y a plein de façons de le valoriser, mais comme je vous ai dit, c'est du temps et du matériel qu'il faut avoir. On a essayé du saucisson, on a essayé les filets séchés aussi de chevreuil, mais ouais, c'est intéressant, mais faut du temps. OK, je te propose un petit jeu. Alors le jeu, il est très simple. Concrètement, tu vas devoir choisir entre 2 objets. Celui que tu as choisi, on va le garder et tu vas devoir choisir après avec un autre objet. C'est très simple. Concrètement, tu préfères quoi entre un tire-bouchon et un couteau Opinel? Un couteau, OK. Le couteau ou une paire de jumelles? le couteau, Le couteau ou la peau à sanglier? le couteau, Couteau ou lampe torche? le couteau, Couteau ou saucisson de sanglier? le couteau. Parce qu'il est très bon ton saucisson de sanglier. Oui, mais on a besoin du couteau pour le couper, hein. Couteau ou casquette? Ah, euh, casquette. D'ailleurs, tu l'as pas mise aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Casquette ou sécateur? Casquette. Casquette ou fusil en calibre 410? Ouais, j'en ai pas en calibre 410, mais non, casquette. Casquette ou une bouteille de vin de ton année de naissance? Casquette. Casquette ou une boussole? Casquette. Casquette. Casquette ou carabine d'affût? Non, casquette, casquette. Casquette ou prélever un sanglier de 150 kilos hyper armé? Ah, on va prendre le sanglier, là. Le sanglier ou la dague? Ah, je reste sur le sanglier, là. Le sanglier ou ton poids en cartouche? Ouais, non, mais ça, je vais le gagner autrement, donc, je reste toujours sur le sanglier. Sanglier ou un arc de chasse? Non, le sanglier, toujours. Sanglier ou carabine de battue? Sanglier. Sanglier ou hamac? Oui. Un sanglier de 150 kilos hyper armé ou un petit 4x4 neuf? Non.
Pas un petit 4x4. Je reste sur le sanglier. Un gros 4x4? Un gros pick-up? Non, je reste sur le sanglier. Un gros sanglier ou un brocard médaille d'or? Non, le sanglier, toujours. Un sanglier ou un cerf dans les Pyrénées? Ah, je passe sur le cerf, là. Ah bon, bah Ouais. voilà, ça sera ton objet. Bon voilà, c'était un petit jeu pour voir un petit peu. On va rester sur le matériel, justement. Est-ce que tu peux nous parler de tes armes? Quelles sont tes armes? T'en as plusieurs, pour plusieurs usages. Est-ce qu'on Ouais. peut voir ensemble? Ça risque d'intéresser plusieurs chasseurs. Donc, en armes, j'ai 3 carabines. Une pour l'affût, en calibre 270. Lunettes affût, silencieux. Après, j'ai une carabine de battue, calibre 300. Je donne pas les marques. Voilà. Et après, une carabine à pompe pour aller au chien en calibre 280. Après, en fusil, j'ai 2 automatiques calibre 12, un bécassier calibre 12, un calibre 20 et un calibre 28. Voilà. Et un arc. Pourquoi t'as tout ça comme arme? Ah, je pense que la passion des armes, déjà. Et après, c'est pas l'utilité parce qu'on en prend qu'une à chaque fois, mais je pense que chaque mode de chasse a son arme. Pour les battus, la carabine, pour le petit gibier, les automatiques pour le tir au vol, et après la bécasse, des fusils plus courts, plus légers. Voilà. Et après, oui, j'en ai peut-être un peu trop déjà, mais c'est pas grave. Tu utilises également des trail cams, des pièges Mm. photographiques. Pour quelles raisons? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Bon, on utilise ça pour localiser les sangliers, pour voir ce qu'il y a sur le territoire et voir ce qui nous fait du dégât aussi. C'est surtout pour ça qu'on les utilise. Après, on en a 4 qui envoient des photos sur le téléphone. Après, c'est la facilité, on les pose et on reçoit les photos directement sur le téléphone. On y va juste pour changer les piles ou les changer d'endroit. Donc, Et ça te permet de voir un peu les animaux que tu as de ouais, présent, oui. voir Ouais. les heures aussi? Ouais, les heures qui viennent, mais après les heures, ça nous est pas très utile, mais c'est surtout voir ce qui vient, voir si on peut déclencher une battue ou pas. Tu as une nouvelle portée. Félicitations. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes chiens? Ouais. J'ai j'avais 3 Jack Russell qui chassaient le sanglier, 100% sanglier. Là, j'en ai une qui a 12, qui va avoir 13 ans, donc elle va prendre la retraite cette année. Elle a fini la saison dernière. Elle a quelques problèmes au niveau respiration, donc on va la laisser au repos. Du coup, j'ai fait une portée avec une des 2 femelles que j'ai. On a eu 8 petits, on en garde 2 dans le tas. Et le reste, on les a placés à droite, à gauche. Et voilà, donc ouais, super content de la portée. Hâte de débuter la saison pour commencer à entraîner les chiens et qu'ils voient ce qu'on va leur faire chasser. Ouais, c'est très intéressant. Tu les stimules déjà un petit peu? Quel caractère tu vas rechercher par rapport à cette race? Bah, moi, j'ai que des femelles, donc je recherche le caractère un peu plus calme, même si c'est pas le cas sur tous les spécimens que j'ai. J'en ai une des 2 qui est très calme, l'autre qui est montée sur 320, donc ouais, le calme, pas le contact au ferme, l'obéissance aussi, et puis après, voilà, c'est des chiens qui sont quand même dociles, et qui écoutent bien, on peut leur faire n'importe quoi, donc ouais, ouais, moi je cherche surtout le calme du chien et pas bourrin, quoi. Pas bourrin dans les ronces. Tu as toujours chassé avec cette race. Pourquoi tu la privilégies? Pourquoi tu privilégies dans l'ensemble les petits chiens? Moi j'ai toujours chassé avec cette race parce que quand je me suis mis en couple avec ma femme, elle avait déjà un Jack, du coup après on en a repris 2 autres et là encore 2. Mais mon frère en a 2 aussi, mais on chasse surtout avec des petits chiens, des petits gabarits, petites voix. On n'a pas le territoire pour avoir des grands chiens qui traversent
traversent 2 communes ou qui nettoient les bois des communes autour ou des sociétés de chasse autour. Puis la facilité, ça mène sur 200 mètres, ça riboline, c'est tiré, on corne, les chiens font demi-tour, ils reviennent. Du coup, on chasse tout le temps avec, on perd pas de temps à aller récupérer les chiens, on va perdre les chiens. Voilà. C'est pour ça qu'on privilégie ces petits gabarits. On a du teckel aussi. Teckel, Jack. On chasse qu'avec ces 2 races. Après, peut-être qu'il faudrait du petit basset, ça serait pareil, du bigle peut-être, mais sur des petites menées, petites quêtes. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement du teckel de Fredo, ce qui lui est arrivé la saison passée? Ouais, on a eu un gros pépin sur un sanglier, là où on va chasser la limite des Landes. On est tombé sur un sanglier un peu blessé. On va dire, à première vue, il était pas blessé parce que quand on l'a levé, il a bien démarré, bien couru. Tous les chiens sont partis derrière. On avait une dizaine de chiens ce jour-là derrière. Et puis il s'est recalé à 10 mètres de la ligne dans un gros fort. Le temps qu'on y arrive, le sanglier avait déjà fait beaucoup de mal aux chiens. On avait 5 chiens d'ouverts, 3 bien ouverts. Sur les 3, un vraiment bien touché. Du coup, le Pollux, le teckel à Fredo. Et du coup, ce chien, il a eu 150 points de suture. C'est énorme. Énorme, ouais, il était ouvert de partout. Donc, le vétérinaire a réussi à le sauver quand même. Les 2 autres étaient moindrement touchés, mais bon, ils étaient quand même ouverts. Donc voilà. Mais ouais, un sanglier qui avait pris un pet par une voiture, qui avait l'arrière-train pas de cassé, mais d'atrophié un peu. Donc il a pas couru longtemps. Il a couru 100 mètres et puis il s'est calé. Puis après, il a attendu les chiens bien armés, 70 kilos, donc pleine fougue le sanglier. Et voilà, il s'est calé. Et puis voilà, dommage pour les chiens, quoi. Tu as une forte expérience dans la traque, en battu. Est-ce que tu peux nous donner un peu tes conseils, tes retours d'expérience que tu as par rapport aux fermes, par rapport à voilà des sangliers qui vont charger, qui vont taper des chiens? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, l'expérience, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus expérimentées que moi, comme mon beau-père ça fait plus de 50 ans qui chasse le sanglier. Donc mais après l'expérience, ça se fait au charbon, comme on dit. C'est en y allant qu'on apprend. Mais ouais, c'est très compliqué aux fermes, surtout quand c'est pas nos chiens. Ouais, moi j'ai trois chiens qui y vont. Mais après, c'est sûr que quand il y a beaucoup de chiens autour du sanglier, qu'il faut prendre la décision de tirer, de pas tirer, on a une fraction de seconde pour tirer sur le sanglier. Soit on tire, soit faut y aller à la dague, mais bon, faut pas se mettre en danger non plus. Après, c'est une expérience. L'expérience, elle s'y fait quand on y va, quoi. Après, faut pas donner de conseils réellement, quoi. Faut pas de calagan à l'intérieur, quoi. Faut pas de mecs qui soient tendus et qui tirent sur tout ce qui bouge, parce que le problème, c'est que l'accident peut arriver. Tirer le sanglier, ça le perce, on attrape un chien derrière. Ça nous est jamais arrivé. J'espère que ça nous arrivera jamais. Mais ouais, c'est très compliqué. Après, il faut avoir confiance. Si on a peur, ça sert à rien d'y aller. On va faire plus de conneries que de miracles dedans. Donc nous, on a entièrement confiance. Nous, si on voit qu'il y a quelqu'un qui est un peu just, un peu tendu, on essaie de lui faire comprendre gentiment que c'est mieux peut-être qu'il retourne au poste et qu'il laisse faire ceux qui gèrent un peu plus, quoi. Et après des conseils, je peux pas. Réellement, je peux pas en donner, quoi. Bon, je pense que tout le monde a compris que tu vivais pas dans un appartement, hein, en plein Bordeaux. Non. Tu as également plein d'autres animaux. Parle-nous-en un petit peu de tous les animaux que tu as chez toi. Oui, j'ai des poules, j'ai des canards, j'ai des chèvres, j'ai des chiens, et c'est à peu près tout. Si j'en oublie pas, j'ai des enfants, mais ça compte pas dans les animaux, ça. Non, voilà. Après, oui, on vit à la campagne, donc on a du terrain, donc on met à contribution les animaux pour entretenir. Après ça, on récupère des œufs, on mange pas les poules qui pondent, mais après voilà, à un moment quand les poules sont un peu vieilles, elles passent dans la casserole, dans le four.
Les chèvres, non, c'est de l'ornement, c'est les chèvres naines. Après, les canards, c'est pareil, c'est des canards que j'ai récupérés, quelqu'un qui avait une tonne. Donc, ils sont en retraite à la maison. Même les ailes sont plus coupées, donc ils s'en vont, ils reviennent. Voilà, c'est un zoo, quoi. Une ferme pédagogique, un peu. Mais les enfants sont contents, donc c'est bien. Que c'est bien. C'est ça, tu as un petit garçon, Ouais. du coup, de 3 ans. Il connaît tous les animaux, il connaît tous les noms des tracteurs. Quelle éducation tu souhaites un peu lui apporter? Bah, je pense que la même que j'ai eue dans la nature, aller aux champignons, aller à la pêche un peu, et bien sûr à la chasse, parce que comme on y est les 3 quarts du temps, voilà, les chiens, il est élevé avec les chiens, il a les huit petits avec la mère dans la maison. Voilà, c'est des peluches pour lui, donc ouais, c'est une éducation tranquille à la campagne, hein, voilà, à essayer de lui montrer le maximum de choses pour qu'il peut-être travaille dans la nature ou qu'il soit chasseur peut-être, on ne sait pas, on verra bien avec le temps, sans forcer les choses, je pense que ça se fera naturellement. Et justement, dans quelques années, qu'est-ce qui pourrait te rendre, fier de lui, très fier de lui? Déjà qu'il chasse, ça serait vraiment une fierté. Après, qu'il travaille la terre comme nous on fait, je sais pas, parce que vu le contexte actuel, les difficultés, je pense que je pousserai pas pour qu'il revienne. Après, s'il veut revenir, je vais pas lui mettre des bâtons dans les roues, mais voilà, peut-être faire différemment, essayer peut-être pousser un peu plus les études qui vaut autre chose, pour essayer de se diversifier, peut-être plus dans le commerce pour parce que produire c'est facile à faire, mais le plus compliqué c'est vendre, nous en agriculture. Ou valoriser ce qu'on sait faire. Donc voilà, après il fera ce qu'il veut et quand il veut et s'il a envie. Voilà. À travers ton parcours, est-ce qu'il y a une ou des personnes qui t'ont, inspiré? Bon, je pense que mes parents m'ont inspiré, mes parents, mes grands-parents. Oui, c'est sûr, c'est des exemples. Bon, ils ont toujours travaillé, ils sont toujours cassé le dos, cassé la santé à ce qu'on manque de rien. Donc ouais, c'est une source d'inspiration. Oui, oui, ça c'est sûr et certain. Les vacances, on n'en prenait pas beaucoup, mais quand on en prenait, on était heureux de partir. On prenait une semaine, moi, ils prenaient une semaine par an pour aller à la neige, donc on était heureux comme tout. C'était quelque chose qu'on attendait, mais je savais, moi, il se cassait le dos tout le reste de l'année pour cette semaine de vacances. Après, voilà, l'été, on avait la piscine à la maison, il y avait le lac sur la commune. Après, on n'a jamais manqué de rien, hein. Quand on faisait du tennis, on a fait du sport à droite, à gauche. Puis voilà, non, après on était heureux dans la campagne, hein. Nous, un vélo, des champignons, une canne à pêche. On a réussi à s'occuper, hein. Justement, j'allais dire, à travers, la chasse, à travers, ton métier, est-ce que tu as un peu de temps pour, d'autres passions, d'autres activités? Oui, on a du temps, on n'en prend pas, c'est ça le problème. Déjà, ouais, les vacances, il y en a pas beaucoup. Les week-ends, on est vite entre le travail et la chasse, c'est vite compliqué. Après, il y a les enfants à gérer dans le tas, les activités à droite à gauche. Donc, ouais, faudrait prendre plus de temps, mais faut le pouvoir, quoi. Faut pouvoir. Et puis après, ouais, après il y a peut-être une question aussi financière aussi qui on fait gaffe à droite, à gauche, voilà, on essaie peut-être de privilégier certains trucs, peut-être déjà de finir les travaux à la maison, et après on profitera un jour, mais ouais, si on peut, mais oui. Après, on profite jamais assez. Mais bon, c'est une éducation et le métier qui veut ça, je pense. Tu gères une grande exploitation, tu travailles en famille, tu as bâti ta maison, tu es papa. Qu'est-ce qui te rend le plus fier à travers, tout ça? Bah, je pense que c'est la famille. La famille, c'est déjà un bon pilier. Ouais, la famille, les enfants. Après, le métier aussi, on s'épanouit dedans. Après, ouais, non, je pense que les enfants, ma femme, mes parents, voilà, ça c'est déjà un bon noyau. Bon noyau. Voilà, on est tous, on habite ouais, mes parents habitent à 200 mètres, mon frère habite à 3 kilomètres. Voilà, on se voit tous les jours. Puis les amis, les copains de chasse, tout. Voilà,
On est un petit noyau là, dans les 10 kilomètres autour. On se voit, je vais pas dire on se voit tous les jours, mais on s'appelle au moins 2 ou 3 fois par semaine. Et on se voit quand même assez régulièrement. Après, voilà, il faut pas grand chose, hein. Il nous faut pas grand chose. Un grand merci en tout cas Thomas pour le temps accordé pour cette interview. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Je remercie également le sponsor de cette vidéo et je remercie également Timothée qui m'a aidé à préparer toute cette émission. Abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao!